Puis on le voit ici, là, on a deux opérations minières qui ont décidé de prendre un virage technologique, mais pour deux raisons complètement différentes. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter, tout simplement. Mon nom est Christian Goulet, je suis directeur général pour le complexe minier La Ronde. Aujourd'hui, on s'intéresse au réseau LTE souterrain qui est installé à La Ronde depuis 2018. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, ce réseau? En fait, le réseau LTE qu'on utilise, il est autant pour le sous-terre que pour la surface. Donc, pour pouvoir communiquer entre nous, échanger des données. Évidemment, étant donné que c'est une opération souterraine qu'on a ici du côté de la mine La Ronde, ben, on avait besoin de pouvoir communiquer entre nous. Et les technologies qu'on utilisait dans le passé, ben, ça nous limitait beaucoup dans ce qu'on pouvait faire, surtout dans le transfert de données. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers un système LTE. Et puis concrètement, comment ça fonctionne? Et puis aussi au niveau de l'installation, comment ça se passe? Ben, c'est une installation qui est quand même relativement simple par rapport à ce qu'on utilisait dans le passé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en surface, c'est quand même beaucoup plus facile parce que les ondes peuvent voyager, puis on peut communiquer facilement avec différentes tours, puis couvrir de grandes distances. Tandis que sous terre, à cause du roc, à cause des galeries qui s'en vont un peu dans toutes les directions, ben on doit avoir un support pour être capable de transmettre ces ondes-là. Donc, sous terre, ce qu'on doit faire, c'est installer du câblage, un câble coaxial avec des antennes un petit peu partout dans toutes nos galeries. Pour le reste, ben, c'est quand même relativement simple. J'ai ici là, avec moi là, un des appareils qu'on utilise sous terre. Donc, on parle vraiment d'un cellulaire comme on utilise à la maison. Par contre, il est beaucoup plus robuste. Puis, il est adapté aux conditions qu'on a dans un environnement minier, donc étanche aussi à l'eau et à la poussière. Et comme c'est un réseau privé, ben, la petite carte SIM qu'on a à l'intérieur du cellulaire, donc c'est pas une carte de Bell ou de TELUS, c'est vraiment une carte privée parce qu'on a un réseau qui est dédié à notre opération. Donc, chaque cellulaire a sa petite carte SIM. On est capable d'utiliser nos cellulaires autant en surface que sous terre. Par contre, quand une personne se présente sur notre site avec un téléphone privé ou un téléphone personnel, à ce moment-là, ben pas capable de se connecter sur notre réseau. Ça prend évidemment la petite carte SIM du réseau privé qu'on a sur le site. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres appareils qui peuvent être connectés à ce réseau-là ou c'est vraiment que des téléphones avec des cartes SIM? Et l'avantage du réseau cellulaire, c'est aussi le partage de données pour connecter nos différents équipements. Donc, quand on parle d'industrie 4.0, de connectivité avec les objets, ben c'est exactement ça. C'est d'aller chercher l'information aussi des différents instruments qu'on utilise sous terre. Ça peut être simplement des petits outils, mais ça peut aller jusqu'à des gros équipements mobiles. Tout ce que ça prend à ce moment-là, ça prend un équipement qui est converti à pouvoir fonctionner sur le LTE. Mais il y a différentes raisons pour automatiser nos équipements. Si tu prends le contexte de la ronde, c'est un contexte où on est en profondeur, il y a de la chaleur, il y a de la sismicité. Donc, présentement, l'objectif qu'on a à automatiser nos équipements, c'est de pouvoir mettre nos travailleurs plus en retrait. Donc, on travaille vraiment plus l'aspect santé-sécurité. Du côté de Z5, qui est une raison un petit peu différente. C'est un gisement très basse teneur. L'économique n'est pas tellement élevée. Là, on veut faire apparaître des nouvelles technologies pour justement essayer de mieux contrôler nos coûts, pouvoir étirer la mine plus longtemps. Donc, il n'y a pas qu'une raison à faire un virage technologique. Qui a développé ce réseau LTE? Quand on a parti notre nouvelle opération qui est sur le site aussi, là, ici, du côté de LZ5, c'est une petite zone qu'on voulait aller miner qui a commencé aux alentours de 2017. Et parce qu'on commençait à zéro, on s'est interrogé à savoir qu'est-ce qu'on devrait mettre
en place comme système de communication. On utilisait du leaky feeder avec des radios conventionnelles du côté de la ronde, puis on était au bout de cette technologie-là. Les distances à couvrir étaient trop grandes. On perdait aussi beaucoup dans la qualité du signal parce que c'était très étendu. Donc là, on s'est mis à sonder différentes entreprises qui pouvaient nous aider à innover de ce côté-là. Et c'est là que, les discussions entre nos équipes ici, puis une petite compagnie de Trois-Rivières, Ambra Solutions, qui sont venus nous proposer une approche qui était personnalisée puis qui répondait à nos besoins. Et c'est là qu'on a décidé de travailler avec eux pour développer un réseau cellulaire privé sous terre. Donc présentement, il y a vraiment un engouement là, pour aller vers des réseaux LTE sous terre parce que c'est très simple d'installation, facile à supporter. Donc, c'est l'avenir, si tu veux, en termes de communication sous terre. Avec l'ancien système, c'était tellement compliqué qu'on se limitait aux infrastructures principales comme les rampes, les galeries d'accès, tandis qu'avec le LTE, 100% de la mine est couvert. Donc, en fait, finalement, on se rend compte qu'à 3,2 km sous terre, les mineurs, ils sont parfois mieux connectés que certains habitants d'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce sujet-là? C'est sûr que c'est quand même un fait. Plusieurs endroits en Abitibi, on a encore de la difficulté à avoir du réseau. En plus, la mine La Ronde est un petit peu au cœur de l'Abitibi, donc la majorité de notre main-d'œuvre fait environ une demi-heure, 1 heure de route. Et à plusieurs moments, durant ces trajets-là, on peut perdre les communications. Et durant ce 40 km-là, pour descendre jusque dans le fond de la mine, je peux te garantir que présentement, il n'y a aucune perte de signal. Donc, oui, ça serait bien qu'en Abitibi, on puisse un jour avoir une communication comme ça en continu. Je pense que ça s'en va dans la bonne direction, là, mais on est bien fiers de pouvoir donner cet outil-là à nos travailleurs là, présentement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une mine du futur avec personne sous terre, en fait? On va tout le temps avoir besoin de travailleurs sur le terrain qui vont être là pour justement préparer la connectivité et les équipements qu'on va utiliser. Où on n'a pas moins de gens sous terre présentement à cause des nouvelles technologies. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les métiers, l'expertise change quand même beaucoup. Donc avant, où ce qu'on avait des équipements qui étaient plus mécanisés, plus simples, donc on avait besoin de main-d'œuvre sur place avec des mécaniciens. Là, présentement, ce qu'on voit, c'est des gens en instrumentation, en informatique qui viennent se greffer à l'opération. Donc oui, des fois, ça peut être un petit peu moins d'un métier, mais un petit peu plus d'un autre. Est-ce que vous avez des projets à venir à la ronde? J'en ai un justement à te présenter ici. Ça, c'est une lampe de mineur, une lampe qu'on utilise pour pouvoir voir sous terre. Donc, présentement, ce qu'on essaie de faire, c'est d'ajouter à ces lampes-là une petite carte SIM comme ça. Ça nous permet de faire, c'est de savoir exactement où sont nos travailleurs dans l'opération. Donc, en termes de mesures d'urgence, pour nous, ça aussi, ça va être un pas de géant. Ça peut prendre quand même plusieurs minutes, sinon plus d'1 heure pour répertorier tout le monde. Tandis que présentement, en claquant des doigts, on pourrait avoir l'information où sont nos travailleurs, est-ce qu'ils sont déjà rendus dans les refuges, puis préparer notre équipe de sauvetage minier à intervenir beaucoup plus rapidement. Cheers! En 2019, le gouvernement a annoncé un programme augmentant le financement sur l'accessibilité à Internet haute vitesse partout au Canada, passant de 1 milliard à 1,75 milliard de dollars canadiens. 98% des foyers seraient branchés à Internet d'ici 2026. Les autres 2% attendent toujours le téléphone. Oui, bonjour. Ici Belle, comment puis-je ne pas vous aider? Oui, c'est une excellente nouvelle, mais il faut pas oublier qu'avec les annonces gouvernementales, il y a toujours des petites zones grises qui sont oubliées dans les dossiers. Par exemple, très impliqué dans le dossier présentement, comme nous le mentionne notre très cher député Sébastien Lemire dans un article de Média AT, n'est pas toute de mener Internet haute vitesse.
Il doit être fiable et abordable. C'est mon imitation de Sébastien Lemieux. That's it, mon cowboy! Félicitations, Sébastien. Le problème étant qu'on est considéré dans une région éloignée. Donc, notre accès à Internet est très moyen. Et le gros problème ne réside pas seulement dans la vitesse du réseau, mais aussi dans son accessibilité, sa fiabilité et ses prix. D'ailleurs, l'Abitibi-Témiscamingue est considérée comme l'un des endroits les plus débranchés au Québec. Yes, sir! D'après Cifrio, Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations à l'aide des technologies de l'information et de la communication, 88% des foyers seraient branchés, qui nous place dans toutes les régions en avant-dernière position. Bon, là, ça se peut que certains disent... Ouais, mais Internet, on s'en fout pour vrai, là. Moi, j'ai vécu toute ma vie sans, mais le problème... Anyway, notre société serait mieux sur Internet, les gars. Moi, je suis capable de vivre sans, tout le monde est capable. On dirait le discours de quelqu'un en 1920 qui veut pas qu'on amène le téléphone dans son village par peur de trop connecter au monde extérieur. On a la chance de vivre à une époque où l'information est facile d'accès. D'ailleurs, c'est grandement bénéfique pour notre société d'avoir autant d'accessibilité au web. Pourquoi ça sert que tout le monde ait Internet va nous contrôler? Comme nous le mentionne Mariella Colini, agente de recherche à l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, l'accès à Internet haute vitesse influence l'attractivité des territoires, la rétention de la population, la compétitivité des entreprises et la capacité d'innovation. Dont l'importance d'avoir une bonne connexion et une bonne accessibilité à celle-ci. Bon, présentement avec la pandémie, c'est là qu'on se rend compte que ça peut être important dans certains moments. Prenez par exemple le télétravail ou vos réunions Zoom beaucoup trop palpitantes présentement. Imaginez si nous étions encore à l'ère de la connexion Internet commutée. Veux-tu bien lâcher le téléphone 3 secondes? Je veux juste... une union. Veux tester ta patience? Connecte-toi commuté. Pensez aux petites entreprises locales de nos régions qui doivent se battre contre les grandes compagnies de ce monde à l'ère du numérique. Tu sais, le web, ça permet de créer cette visibilité-là pour les petites entreprises, par exemple, avec une page Facebook. Donc une page d'entreprise. Ce qui peut d'ailleurs apporter dans le marché local une diversité et qui, par la force des choses, va apporter une croissance à la région. D'ailleurs, parlant de diversité, je crois qu'au niveau du service Internet, l'Abitibi-Témiscamingue serait dû. Et je suis content de constater que tranquillement, nous rentrons dans cette nouvelle ère numérique du service Internet grâce à Vidéotron. Tu sais, c'est une arrivée qui a fait grandement du bien pour le marché parce que justement, tranquillement, une compagnie en particulier est en train d'avoir le monopole. Bon, j'ai rien contre cette compagnie-là, mais j'ai de quoi contre le monopole. Surtout si ce monopole est pratiquement en lien avec un élément essentiel du développement de la région. Le gros problème dans ces situations-là avec ces compagnies-là, c'est qu'il y a tellement pas de compétition qu'au final, c'est eux qui peuvent décider d'absolument tout. C'est comme si, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, j'étais le seul à vendre des pommes. Premièrement, je ferais augmenter mes prix parce que je suis seul, puis si t'en veux d'autres, faudrait que t'ailles à l'extérieur de la région. Mes produits seraient sûrement de base, donc je proposerais absolument rien de nouveau. L'innovation serait très moyenne. Tout le monde achèterait tout le temps de ma affaire. Moi, je serais juste... Donc, avec l'arrivée d'une deuxième grosse compagnie, justement, ce que ça peut créer, c'est une compétition qui va apporter une sorte de diversité et un choix au niveau du client. Et c'est là que l'innovation peut sortir de l'un l'autre. Mais bien entendu, il faut plus qu'un nouveau fournisseur pour améliorer notre situation en Abitibi. Il faut de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important présentement, c'est de créer cette diversité-là au niveau de l'Internet et de mettre en place un système pouvant améliorer notre situation. Et en ce moment, ce qui est important, c'est qu'il y a du mouvement dans le dossier parce que ça peut être un moteur très important pour le développement économique de notre territoire. Ça donne une petite bouche là. Chaque fois, permis de connexion. Donc lâchez pas, mes amis. Continuez de vous battre et chialez aux fournisseurs. Toi non plus, Sébastien. Lâche pas. Félicitations, Sébastien. Merci. Mon nom est Marc Buteau, je suis directeur du GIRAT depuis 2016. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer ce que c'est, le GIRAT? Oui. Et puis son mandat? En 2002, le gouvernement du Québec a permis aux municipalités et aux commissions scolaires d'établir leur propre réseau Internet. On s'est associé avec les commissions scolaires de la région, les municipalités, les MRC, les bandes autochtones et quelques OSBL pour former le GIRAT. Tout ça a pris 4 ans. Pour ça, on a passé sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue 1400 km de fibre optique. L'entité qui me fournit la bande passante, c'est le RISC, qui est le réseau interordinateur scientifique du Québec.
Donc, à prime abord, eux autres s'adressent particulièrement au milieu de l'éducation. Pour ce qui est du GIRAT, on a pu avoir une dérogation pour avoir les municipalités à avoir quelques OSBL, dont le petit théâtre ici, puis les connexions. On parle, admettons, de peut-être une vingtaine de partenaires qu'on a maintenant parce que les communautés autochtones se sont retirées dans les dernières années. Fait qu'on a présentement une vingtaine de partenaires. On doit avoir branché peut-être 300 édifices, 300 bâtiments. Puis, grosso modo, on doit avoir peut-être 25 000 utilisateurs. Quand on habite en Abitibi-Témiscamingue, on sait que quand on doit traverser la réserve faunique de la Vérandrie, par exemple pour aller à Montréal ou quoi, on sait très bien qu'à un moment, notre téléphone il va plus capter. Oui. Du coup, est-ce que quelle est la couverture actuelle en fait du réseau en Abitibi-Témiscamingue? Quand on a mis le GIRAT en place, ça a vraiment très bien été avec Bell. Et Bell était très, très content de ça, ce qui fait qu'au niveau de Bell, le GIRAT avait une très bonne réputation. Il y avait différentes approches qui avaient été faites avec Bell, mais il n'y avait pas de réponse. Fait que là, ils ont dit, vu la réputation que vous avez, est-ce que vous pourriez voir avec Bell la possibilité de bonifier la desserte cellulaire sur la région? De ça est sorti le projet Mobilaté. La semaine dernière, on a annoncé La Force. Il y a 2 semaines, c'était Moffett. Et dans la réserve de la Vérandrie, on a 4 tours qui vont aller dans la réserve de la Vérandrie, ce qui fait que ça va grandement bonifier. Sinon, couvrir l'entièreté de la réserve de la Vérandrie, au moins, ça va couvrir une très, très bonne partie. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a d'autres régions en Abitibi où, pareil que dans la réserve, il n'y a pas de connexion? Ah, ben oui, absolument. Parce que le projet Mobilaté est un projet de 32 sites, dont 9 au Témiscamingue. Et le Témiscamingue, c'est la moins populeuse des MRC, mais qui est quand même très, très, très étendue. Fait que, puis il y a, mettons, 30% du projet qui s'en va au Témiscamingue. Puis Témiscamingue, tu parles peut-être de 10% de la population. Là, je parle évidemment au niveau du cellulaire. Présentement, il y a 85% de la population, pas du territoire, mais bien de la population qui est desservie. Après Mobilaté, ça va être 95% de la population. Et le 5% restant coûterait plus cher que le 95%, parce que les gens sont tellement loin. Pour la région, il y avait Cablevision, et ici, à Rouen, il y avait Vers l'avenir. Maintenant, tu as Evolunet, tu as Vidéotron qui vient d'arriver, tu as Iboc qui sont maintenant à Val-d'Or, qui parlent de s'étendre un peu partout, tu as Explornet. Si ces gens-là demandent à Bell de mettre leurs équipements dans les tours, Bell est obligé d'accepter. Ce qui fait que présentement, il y a 32 structures d'ancrage pour des équipements Internet de plus en région, qui vont être dans des places très, très stratégiques. On entend en ce moment beaucoup parler d'Elon Musk avec son projet Starlink qui fournirait un accès Internet à haut débit dans les régions qui sont éloignées ou qui sont difficilement faciles à connecter. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet-là, de Starlink? Je pourrais vous en parler, mais partiellement, mais quelqu'un qui connaît très, très bien le projet, c'est mon président, Alexandre Bignette, le maire de Moffett. Donc, Starlink, c'est le dernier des multiples projets de Elon Musk là, qu'il a lancé avec son entreprise SpaceX. Qu'est-ce que c'est exactement? Là? C'est un service Internet haute vitesse par satellite, mais c'est un service qui est très différent des services là, par satellite là, qu'on est habitué de voir là, en région. La grande différence, c'est qu'au lieu d'avoir un seul satellite qui est situé à 35 000 km d'altitude, là, ce qu'on appelle un satellite géostationnaire, c'est plutôt une constellation de centaines, voire bientôt de milliers de satellites là, qui sont situés à seulement 550 km d'altitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Ça veut dire que les satellites, vu qu'ils sont beaucoup plus proches, puis vu qu'il y en a vraiment beaucoup plus, le type de connexion Internet là, qui peut être offert par ça, c'est des connexions là, qu'on parle avec des vitesses de 150 mégabits par seconde, puis aussi des temps de réaction qui sont beaucoup plus courts. Donc, ce qui veut dire que ça crée des connexions Internet là, de vraiment une très, très bonne qualité. Fait que on parle de connexions là, qui ressemblent beaucoup là, à des connexions qu'on pourrait avoir par des câbleaux distributeurs, mettons, là, dans les grandes villes. Mais la grande différence, c'est que c'est offert vraiment
partout sur le territoire. Donc, moi, je pense que ça va avoir l'effet d'une petite révolution en termes de connectivité dans des régions là, comme l'Abitibi-Témiscamingue, où est-ce qu'on trouve encore beaucoup de gens qui sont en ce moment là soit mal connectés ou pas connectés du tout à Internet parce qu'ils sont dans les derniers kilomètres où est-ce qu'il y a pas de service offert. Donc, en ce moment, Starlink là, c'est en essai bêta public au Canada sur invitation. Les gens qui sont intéressés là, peuvent s'inscrire sur le site là, starlink.com. Moi, je suis inscrit, par exemple, j'attends encore mon invitation, là, mais on pense là, que le service là, devrait devenir disponible là, au grand public là, à partir de 2021. Donc, c'est très 2021, c'est très proche. Mais c'est ça, en ce moment, quand on regarde les résultats de ceux qui font partie du bêta testing là, public, là, c'est très, très, très prometteur là, en termes de qualité de connexion Internet. Donc oui, je pense que ça va être très positif là pour la région. Ça peut avoir comme effet là, d'augmenter l'attractivité dans les petits villages parce que ça, faut se dire que cette connexion-là, qu'on soit en plein bois ou sur le bord d'un lac, là, ça va fonctionner partout pareil. Là. Donc je pense que oui, ça peut avoir un effet d'amélioration de l'attractivité dans les petites municipalités qui vont pouvoir offrir ça là, comme service là, à leur population. C'est comme l'électricité. Ouais. On se pose pas la question, est-ce que ces gens-là méritent d'avoir l'électricité? c'est devenu nécessaire. Ouais. Je m'appelle Cédric Melançon, je suis directeur général au réseau de communication EU. Je suis natif de Val-d'Or. J'ai étudié en génie informatique à l'Université Laval. Après ça, j'ai fait un MBA à l'UQAT. Puis, depuis maintenant bientôt 10 ans, je suis DG au réseau de communication EU. Justement, est-ce que tu peux nous présenter le réseau de communication EU, depuis quand il existe et puis quelles sont les missions principales? Le réseau de communication EU existe depuis 2004. C'est une initiative du gouvernement de la nation CRI afin de répondre à des besoins en télécommunications dans la région USG. Au groupe CRI s'est joint les communautés non autochtones du territoire, Okay. via à l'époque la CRI-BJ, qui est maintenant l'administration régionale Baie James. À partir de ce moment-là, ils ont élaboré un projet de déployer une autoroute de fibre optique qui desservirait toutes les communautés de la région. En 2010 a démarré la phase 1 du déploiement de cette autoroute-là, avec la connexion de la plupart des communautés, mais il demeurait 3 communautés autochtones qui étaient non desservies, Okay. soit Waskaganish, Eastmain et Wapmagoustou. Puis, en 2016, on a fait la phase 2, où est-ce qu'on a déployé essentiellement un câble le long de la route de la baie James, maintenant la route Billy Diamond. Puis, on a interconnecté aussi les communautés d'Eastmain et Waskaganish. En 2018, on a débarré notre projet de fibre à la maison, qu'on a terminé en 2020. Puis, pour en revenir à la mission, essentiellement, la mission du réseau de communication EU, c'est de déployer ou de fournir des services de télécommunications à large bande sur le territoire USG James pour favoriser le développement économique et social, essentiellement. Aujourd'hui, on s'en rend compte avec la pandémie, c'est super important d'être connecté et puis d'être bien connecté. C'est quoi le territoire que vous couvrez? Donc, nous, on couvre USG Baie James, essentiellement les 9 communautés autochtones et les 5 communautés non autochtones de la région. On dessert présentement, à Chisasibi, il y a un câble distributeur local qui est interconnecté à notre réseau, mais qui dessert, eux, directement la population. Pour le reste des communautés autochtones et les communautés non autochtones, on les dessert en fibre à la maison, déjà. Mis à part la communauté de Wapmagoustou, qui est la plus au nord, qui est inaccessible par la route. Donc, cette communauté-là, on n'avait pas encore déployé d'autoroute de transport, disons, jusqu'à la communauté. Okay. Mais il y a un projet présentement en cours de câble sous-marin qui va interconnecter Chisasibi à Wapmagoustou et vers le nord pour enfin amener du service à cette communauté-là. Ça devrait se faire
décembre 2021. La majeure partie des gens ont accès au service Internet gigabit là, à la maison. En général, si on veut le service, on peut l'avoir. Presque mieux connecté qu'en Abitibi. J'ai souvent ce commentaire-là. Récemment, je discutais avec Gilles Bélanger, là, député de la CAQ, qui est en charge de ce dossier-là, du dossier de la large bande au gouvernement du Québec. Puis il me disait, c'est impressionnant, vous êtes mieux connectés que des communautés qui sont à 1 heure de Montréal. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2004, on avait tellement des besoins qui n'étaient pas rencontrés que ça fait depuis 2004 que les CRI et les non-autochtones de la région poussent sur ce dossier-là. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Jusqu'à temps qu'on déploie notre service, il y a des communautés comme East Main, Waskaganish, où est-ce que on avait du service DSL, là, Digital Subscriber Line, donc service Internet via un fil téléphonique. Puis, on avait difficilement accès à plus que 1 mégabit par seconde sur ces services-là. Donc, il était très, 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 très mal servi. Et l'urgence a fait en sorte que ça s'est fait plus rapidement. La fibre optique, ça a la particularité de nécessiter très peu de maintenance. C'est contrairement à d'autres systèmes qui sont actifs, donc qu'il y a de l'électronique dans les poteaux ou un peu partout. La fibre optique, c'est totalement passif. Donc, ça nécessite moins de maintenance qu'un réseau de coax ou un réseau DSL. C'est ça la technologie à déployer aujourd'hui. Puis, si je peux revenir sur une chose que vous mentionniez, là, vous avez parlé de l'importance de ces services-là pendant la pandémie. Nous, on a été chanceux. On a fini le projet direct à temps pour que notre population ait accès à ces services-là pendant la pandémie. Ça a été d'un secours immense. Puis, je dirais, d'autant plus, plus qu'on est en région éloignée, plus ces services-là sont importants. Ils sont importants pour la télééducation, télémédecine. L'hôpital de Chicoutimi font plein de choses extraordinaires avec la télémédecine. Avant, ils devaient envoyer des gens par avion à Val-d'Or ou à Montréal. Là, maintenant, les gens peuvent se faire traiter chez eux. Donc, ça fait une différence importante dans la vie des gens. Tu disais tout à l'heure que vous étiez un organisme à but non lucratif. Comment vous faites pour financer vos actions? Bien, nous, on opère comme une compagnie de télécommunications essentiellement. Donc, malgré le fait qu'on est un OSBL puis qu'on réinvestit tout dans nos infrastructures pour le bénéfice de la population, sur notre CA, c'est des parties prenantes locales. Il demeure qu'on fournit des services de télécommunications, on vend ces services-là, puis on se finance à partir de ça. On a eu aussi du financement de plusieurs paliers gouvernementaux, autant locaux, le gouvernement de la Nation CRI, administration régionale Bay James. On a eu Industrie Canada, maintenant Innovation, Sciences et Développement économique, là. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, la Société du Plan Nord, qui ont participé à des projets d'infrastructure qui nous ont permis de déployer ce réseau-là, mais à même titre aussi que des Bell ou des TELUS ou des Rogers qui ont accès aussi, eux, à ces programmes-là. Mais essentiellement, l'idée, c'est d'être autosuffisant. Est-ce que vous avez des projets à venir avec le réseau Communication EU? Oui. Notre prochain cheval de bataille, c'est la couverture cellulaire le long des routes de la région. Si on considère la route de la Bay James, la route Billy Diamond, je pense que c'est une des routes les plus isolées en Amérique du Nord. Il y a eu tristement le décès là, de George Hay qui s'en allait justement à Nemaska pour travailler à partir de Montréal, que s'il y avait eu de la connectivité cellulaire, probablement que son décès aurait pu être évité. Donc, c'est une question de sécurité publique. Puis nous, on veut essentiellement couvrir toutes les routes de la région en cellulaire. Idéalement, on parle d'un horizon de 3 à 5 ans. Le réseau de communication lui-même, EU, jusqu'à présent, on parle d'à peu près 80 millions d'infrastructures. Mais couvrir les routes en cellulaire, c'est à peu près la même chose. Ouais. On parle de 70 tours à construire. La plupart d'entre eux, à des endroits où est-ce qu'on n'a pas accès à l'électricité. Donc, ça doit être des sites autonomes. Ça apporte un niveau de complexité supplémentaire. Le jeu en vaut la chandelle, là. Le besoin est tout aussi important. Puis, nous, c'est ça notre prochain cheval de bataille.